qui sont en train d'être admises. Voilà, alors, c'est une grande joie de vous accueillir. Hein. Vous êtes là en ce moment, donc il y a un peu plus de 50 personnes qui sont présentes et je crois qu'il y en a d'autres qui sont en train d'autres qui sont en train d'arriver. Un peu plus de 125 inscrits pour cette conférence de presse. Une conférence de presse au titre singulier, puisque elle a pour thème, et je vais partager mon écran pour que nul n'en ignore. Elle a donc pour thème, vous l'avez vu, vous le savez, la banane invisible et l'art du... La voici, la voilà. Nous y sommes. Donc, banane invisible et art du post-confinement. Alors, je suis donc Christophe Pouilly et donc j'ai la joie au nom de Fred Forest, de vous souhaiter évidemment la bienvenue dans cette conférence de presse que je vais avoir le plaisir d'animer. Et alors, ben, c'est une joie de vous accueillir déjà en ce premier jour de cette phase 2 de déconfinement, comme le dit le gouvernement. Un jour important, bah, les cafés sont réouverts, mais aussi, ce qui nous intéresse, les lieux culturels. On va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, alors, je vais poursuivre. Il y a juste, vous m'excusez pour ce petit clic, voilà, il y a juste des participants qui sont encore en attente. Et là, et comme notamment Alain Dominique Perrin s'était déconnecté et est revenu, voilà, c'était pour surveiller. Bon. Je suis en image fixe toujours. Alors, euh, donc, donc, cette conférence de presse, on accueille donc pas mal d'intervenants de grande qualité. Euh, Et avant de vous les présenter, pour vous situer la thématique de cette conférence de presse et pourquoi Forest a choisi de s'emparer de ce phénomène de l'art de post-confinement, il y a une grande question qui se pose après la période dans la période que nous avons vécue. Beaucoup de choses vont changer, mais est-ce que cette crise de Covid-19, est-ce qu'elle peut être une opportunité ou une menace pour le marché de l'art? Est-ce que le marché de l'art va continuer à fonctionner comme il en a l'habitude ou au contraire, est-ce que de nouvelles portes, de nouvelles perspectives vont s'ouvrir? On va avoir l'occasion d'échanger tout au long de cette conférence de presse. Alors, les intervenants, je vous en parlais. J'espère qu'ils sont tous présents. Oui, une seconde, merci. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Le sémillant jeune artiste Fred Forest, un artiste très particulier, puisque depuis près de 50 ans, Fred Forest a une œuvre qui interroge les codes de fonctionnement de notre société, les codes symboliques, les codes esthétiques. Et il va évidemment nous reparler nous parler, situer son œuvre de la banane invisible. Mais au-delà de cette œuvre, Fred Forest, c'est aussi un pionnier de l'art vidéo. Il est le concepteur de l'art participatif, également le co-créateur de l'art sociologique. Et son œuvre, justement, interroge notre société
et nombreux penseurs se sont justement penchés sur son œuvre, pour n'en citer que deux, Pierre Estany notamment, fameux critique, et Edgar Morin, que tout le monde connaît. Alors Fred Forrest a également une particularité, c'est que il n'a jamais rien vendu, ou quasiment pas, dans ses 50 ans de vie d'artiste. Mais il n'a pas vendu parce que il n'a pas été acheté. Il n'a pas été vendu parce qu'il n'avait rien à vendre. Et donc, il refusait de vendre, voire il refusait de se vendre. Et Fred, donc si voilà, tu peux saluer peut-être l'ensemble des intervenants et des participants. Bonjour à tous. Et je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux. Et en particulier, je salue mon ami Derrick Descartes, qui aussi, qui est donc l'assistant, qui était l'assistant de Marshall McLuhan, qui m'a présenté à l'époque et qui a participé depuis le premier, Derrick, à l'expérience, à l'aventure de l'esthétique de la communication, qui mettait en jeu ces moyens de communication tout à fait nouveaux, et alors qu'aujourd'hui, ils se banalisent. Voilà. Je salue aussi Alain-Dominique Perrin qui est là et qui aura la parole tout à l'heure pour s'exprimer. Alors, je vais vous dire que est-ce que je continue à présenter les gens? Non. Alors voilà, je vais poursuivre. Si vous le voulez bien, la présentation des intervenants. Alors, effectivement, on a le plaisir, pour pas dire l'honneur, d'introduire Alain-Dominique Perrin. Alain-Dominique Perrin, il fait partie des rares personnes qu'il n'est pas utile de présenter, car chacun sait qui il est. Juste un point, sa fidélité à l'œuvre de Fred Forrest ne date pas d'hier. Il va évidemment nous en reparler. Alors, Alain Dominique Perrin, c'est aujourd'hui la réouverture des musées, de certains lieux culturels. Est-ce que c'est le cas de la Fondation Cartier et du jeu de paume? Le jeu de paume, je ne peux pas vous le dire parce que j'ai un déjeuner tout à l'heure pour fixer la date exacte. C'est un peu plus compliqué le jeu de paume, mais la Fondation va ouvrir d'ici à peu près une dizaine de jours. D'accord. Merci. Alors, nous accueillons également Juliette Bonpoint. Alors, Juliette Bonpoint, c'est la directrice de l'association Main d'œuvre de Saint-Ouen. Alors, c'est une association qui est d'abord un lieu qui associe imagination artistique et citoyenne, un lieu qui est un lieu indépendant de création et de diffusion. Et Juliette Bonpoint, est-ce que votre lieu est également ouvert? Alors, pas tout à fait. Là, on a réouvert pour le travail des artistes, mais on n'est pas encore ouvert complètement au public. D'accord. Aujourd'hui. Merci. Nous aurons également la joie, le plaisir d'entendre Paul Arden. Paul Arden, qui est donc multiples casquettes entre guillemets, puisqu'il est historien de l'art, il est commissaire d'exposition, critique d'art, écrivain. Il enseigne également je crois, l'art contemporain à l'université d'Amiens. Alors je crois que enseigner, c'est transmettre, et il me semble que Montaigne disait que transmettre, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu. Alors, est-ce que, Paul Arden, vous êtes prêt à allumer le feu? On verra. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais, parce que, bon, j'ai une mention muet, micro-muet, donc je ne sais pas. Bon, non, le but, ce n'est pas forcément d'allumer le feu. Je pense que, bon, il ne faut pas crier avec les loups. Comme toujours, il faut analyser. Il faut essayer de faire œuvre de lucidité et surtout être bien informé. C'est le principe, pour moi, de tout travail de qualité, c'est-à-dire l'information, la réflexion, surtout pas les réactions émotionnelles, les réactions rapides, les réactions de type slogan. Personnellement, on parlait d'Edgar Morin tout à l'heure, je suis vraiment
quelqu'un qui considère que le monde est d'une immense complexité et que, d'une certaine manière, les solutions simples ne sont pas forcément toujours les meilleures. Merci. On va avoir l'occasion d'en reparler. Également avec nous Jean-Jacques Gué. Jean-Jacques Gué qui est donc critique d'art, qui s'est très tôt intéressé, je crois, au net art, d'où le fait que le travail de Fred Forrest l'a évidemment intéressé rapidement. Il est chercheur également au sein de Paris 8. Jean-Jacques Gué, vous êtes content d'être parmi nous? Merci de l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien, moi aussi. Vraiment, merci de l'invitation. Donc, cette invitation fait suite à un article qu'on a fait, un grand portrait qu'on a fait dans Retention de Fred. Je peux vous montrer un peu le problème. L'article où on est revenu sur les débuts de Fred Forrest. Et donc, c'était intéressant aussi de voir comment les technologies sont arrivées et comment aujourd'hui les technologies, avec le confinement, prennent le pas sur des choses et comment cette esthétique relationnelle, on la vit tous les jours avec les nouveaux médias. Super, on aura aussi l'occasion d'en parler. Alors, et enfin, nous avons également un huissier parmi nous. C'est maître Éric Lemarec. J'espère qu'il est avec nous. Je suis avec vous, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait. Alors, je crois que pour la petite histoire, la relation entre votre étude et Fred Forrest, c'est une longue histoire, puisqu'il me semble que votre père a déjà eu l'occasion d'œuvrer avec Fred Forrest. Effectivement, oui. Fred Forrest m'a sollicité puisqu'il a eu l'occasion, il y a une vingtaine d'années, je crois, de faire intervenir dans des conditions à peu près similaires, effectivement, mon père qui exerçait le même métier, surtout moi qui exerce le même que lui. Et donc, je prends part avec plaisir à cette opération qui me change un peu de mes missions habituelles. Très bien. Merci. Alors, merci à chacun donc, des intervenants d'être là. Rapidement, donc, alors on a pris un peu de retard, hein, vous nous excusez, mais on va avoir une intervention qui va durer environ 40 minutes. Vous avez l'ordre des interventions qui vous sont présentées, vous avez présenté ici. Et puis, je vous propose qu'il y ait une séance de questions-réponses qui durera environ 20-25 minutes également. Alors, quelques règles du jeu pour que tout se passe le mieux possible. Alors, je vous l'ai précisé tout à l'heure, je le répète, je n'active pas mon micro et ma vidéo durant la prise de parole des intervenants quand je suis participant. Un point important, vous êtes nombreux puisque là, maintenant, il y a un peu plus de 58 participants et je vois qu'il y en a encore en attente. Il y aura probablement des questions que je vous demande de réserver évidemment à la fin des interventions. Alors pour aider à cette prise de questions, ce que je vais vous demander, c'est de me préciser que vous souhaitez prendre la parole durant la conférence, donc pour poser vos questions. Et pour ça, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Converser » qui se situe en bas au centre de votre écran. Et quand vous faites converser, c'est un chat. Et là, vous sélectionnez mon nom, donc Christophe Pouilly, et vous me précisez donc que vous souhaitez prendre la parole à l'issue des interventions, en me disant également quelle est votre fonction, si vous êtes journaliste, dans quel média vous travaillez, et à quel intervenant vous souhaitez poser votre question. Et évidemment, quand vous posez votre question, vous activerez votre vidéo et votre audio pour qu'on puisse et vous voir et vous entendre. Voilà, j'espère que les règles sont claires pour chacun. Donc, je vais proposer à Fred Forrest de commencer en vous parlant
justement de cette fameuse banane invisible et qui fait référence à une non moins fameuse banane scotchée. Fred, je vous laisse la parole. Oui, alors, qu'est-ce que la banane invisible? Elle a pris naissance à partir de la banane qui a été vendue chez Perrotin, qui a été vraiment un événement médiatique, sociologique et peut-être aussi artistique. Et cet événement, c'était surtout un événement qui a été fabriqué par le marché de l'art. Et moi, j'ai tenté une opération pour contrer cette banane Perrotin par la banane invisible. Alors, qu'est-ce que la banane invisible? Ben, c'est un objet, une œuvre qui est un objet concret, puisqu'il se compose d'un space média que vous l'avez sur la gauche de votre écran. Hein. Le space média, c'est cet espace que j'ai publié dans la revue et qui est un espace de libre expression. Et sur cet espace, j'ai apposé une assiette de limoges blanches que vous voyez. Et il y avait avant une banane dans cette assiette. Et cette banane a disparu mystérieusement, d'où le nom de la banane invisible. Et cette disparition est un petit clin d'œil à l'art conceptuel, parce que la banane existe là sans qu'on la voie. Donc, cette banane est une banane, c'est une œuvre-action. Pourquoi une œuvre-action? Parce que, indépendamment du fait que cette œuvre peut être contemplée en soi, comme elle a aussi le pouvoir, j'espère, d'agir sur la réalité extérieure. Et elle est conçue avec un protocole qui amenait l'idée que cette banane peut être achetée par 400 collectionneurs français. Donc, j'ai adressé une correspondance personnelle à 400 collectionneurs français en leur faisant une proposition d'achat de cette banane, en misant, en pariant sur le fait qu'aucun d'eux ne l'achèterait. Et Maître Lemarec, ici présent, a été recueilli sur mes soins pour recevoir les ordres d'achat et vérifier la régularité de l'opération. Alors, je me retourne vers lui. Juste avant de lever le suspense et savoir si quelle a été la suite de ce. Est-ce qu'il y a eu une proposition qui a été faite à Maître Lemarec? Je crois que nous avons également présent, puisque c'était une œuvre qui en a parlé, présente lors de l'exposition Space Media, et nous avons Stéphane Mortier, qui est également oui. Qui a accueilli cette exposition. Et je crois qu'il est même en direct de la galerie. Est-ce que c'est le cas, Stéphane? Oui, exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est toujours un petit peu. Vous m'entendez? On t'entend. Donc, c'est parfait. Oui, je suis en direct de la galerie, là où j'ai eu le plaisir d'accueillir ce Space Media 2020 de Fred Forest, d'exposer tout ce que nous avions recueilli comme expression. Et nous avons encore, à l'heure actuelle, exposé sur les murs de la galerie le célèbre Space Media, et nous attendons peut-être cette réapparition de cette banane qui a mystérieusement disparu à l'entrée de cette exposition. Voilà. Ok. Bon, bah merci Stéphane. Merci. Donc Avec quel est son constat, finalement, il ne passe pas, il constate ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, combien de mois il a reçu d'achat de cette œuvre. Ok, alors donc la parole est donc à Maître Lemarec pour savoir ce qu'il en est. Écoutez, comme Monsieur Forest a fait le pari qu'il n'y aurait pas d'acquéreur, nous avons attendu patiemment et nous souhaitions
que je dois le dire, je souhaitais que son pari soit perdant pour que mon intervention ait plus de relief, mais malheureusement, son pari a été gagné et je n'ai reçu aucune offre à ce jour. Ah, bon. Alors, aucune offre. Alors, vous savez que si offre il y avait, le montant de cette offre était promis à l'association dirigée par Juliette Bonpoint, l'association des manœuvres de Saint-Ouen. Alors, Juliette Bonpoint, un peu déçue. Bah, forcément, un petit peu. Hein. Bonjour à tous, mais on s'était préparé, disons, un petit peu, quoi. Bon, alors, Juliette, attendons maintenant l'intervention de M. Perrin, qui a quelque chose, sans doute, à nous dire à ce sujet sur la banane invisible. Très bien. À toi, Alain. Allô, vous m'entendez? On ne vous voit pas, on vous entend. Non, vous pouvez. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vous me verrez. Moi, je suis en image fixe ici. Et désolé, ça marche pas. C'est les aléas de la technique. Oui. Non, mais moi, je veux bien faire une offre sur la banane avec plaisir. J'offre 15 000 $ sur cette banane invisible. Moi, j'adore l'œuvre de Fred. Je le suis depuis, je ne sais plus combien, 30 ou 40 ans. Et j'ai déjà des œuvres de Fred. Et je suis acquéreur de celle-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé justement qu'est-ce qui vous intéresse dans l'œuvre de Fred Forrest en général, et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche-là en particulier? C'est assez simple. Moi, ce que j'aime dans Fred, c'est son immense liberté. C'est très compliqué pour les artistes d'être libres. Et lui, il a préservé cette liberté. Bon, il y a un côté, je ne m'en cache pas, il y a un côté humoristique que j'aime beaucoup dans ce travail, parce qu'il a un regard critique, bien sûr, sur le marché de l'art, mais avec toujours un certain humour, un peu de cynisme, mais beaucoup d'humour. Voilà, j'aime ce travail virtuel, et malgré tout, il a été le premier à la pointe des nouvelles technologies. Aujourd'hui, j'ai bien peur que les nouvelles technologies nous dépassent, puisqu'ils sont foutus de me faire bouger mon image, mais voilà. Et je suis Fred depuis le début. J'aime son travail, j'aime son langage, et j'aime son regard très acéré sur le milieu de l'art. Bon, je lui ai souvent dit que ça n'y changerait rien, mais c'est important d'y être. Moi, je te remercie beaucoup pour cette parole. Je te remercie surtout pour ta présence aujourd'hui dans cette émission que nous faisons. Il y a peu de gens du milieu de l'art qui auraient accepté le rôle que tu as pris ici aujourd'hui. Et je te remercie encore 1000 fois. Ben écoute, c'est avec plaisir. On a le même amour de la liberté. Voilà. Oui, je dis souvent que tu es un véritable mécène, et que tu es toujours droit dans tes bottes. Tu dis ce que tu penses, et ça, c'est très rare dans ce milieu. Ok, merci beaucoup. Alors, je me retourne vers Juliette Bonpoint. Bon. Voilà, elle a 15 000 $ dans sa besace. Soulagée? Bah, effectivement, ça fait très plaisir. Nous, on est en pleine réhabilitation du lieu et tout ça, donc c'est sûr que ça pourra aider beaucoup de jeunes créateurs à s'inspirer du travail de Fred aussi, quoi. Combien d'artistes et créateurs travaillent au sein de votre maison? Alors, au sein de Main-d'œuvre, on accueille chaque année 250 jeunes créateurs, mais on dit qu'il y a plus de 15 000 artistes qui sont passés par le lieu depuis 20 ans parce qu'on organise beaucoup d'événements et de rassemblements autour des sujets artistiques. Donc voilà, on sait que plus le lieu est fonctionnel et plus les artistes pourront en bénéficier. Donc c'est une très bonne chose, quoi. Ouais, bravo. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir
l'art du post-confinement. Est-ce qu'il va y avoir, comme on entend beaucoup, un avant et un après de cette période si particulière que nous venons de traverser et que nous continuons à traverser? Est-ce que de nouvelles opportunités, de nouveaux modèles de valorisation peuvent advenir, ou est-ce que les choses finalement ne bougeront pas et se passeront comme avant? Et là, j'aimerais avoir le point de vue, l'avis de Paul Ardenne sur cette question. Merci à tous. Difficile à dire, évidemment, parce que il faudrait une boule de cristal, mais on peut peut-être se fonder sur des données qui sont de l'ordre d'une espérance quand même. Le fait de moins bouger, de moins délocaliser. Là, je pense aux foires, par exemple, aux foires d'art contemporain qui sont très nombreuses. Déjà, certains galeries se sont émus publiquement du fait qu'il y avait trop de foires, que ça n'avait finalement aucun sens. Réduire un petit peu, non pas le champ de la mondialisation, ça c'est pas possible, mais peut-être les déplacements. D'une certaine manière, quelque chose s'est exprimé aussi contre l'obscénité néolibérale. Ça n'a pas attendu la crise du Covid-19, bien évidemment, mais sur le fait qu'on avait des économies finalement hyperboliques en matière financière, ou des effets de financiarisation qui en arrivaient à corrompre absolument tous les systèmes de relations, y compris dans le marché de l'art lui-même, que ce soit le premier marché, que ce soit le second marché. D'une certaine manière, on voit qu'il y a vraiment une tendance à l'amplification, une tendance à la stratégie économique qui pèse très fortement, bien évidemment, sur ce système de l'art, puisque ça se traduit par des élections d'artistes qui sont très limités en nombre. Vous savez comme moi que 80% du marché de l'art est dominé par moins de 500 artistes, et qu'une dizaine de ces artistes contrôlent 20% du marché en valeur. C'est évidemment absolument anormal. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les raisons qui expliquent ça. Elles sont par ailleurs très, très bien connues. Mais il est vrai que cette crise du Covid nous a peut-être amené à plus de modération, en tout cas un désir de plus de modération, peut-être plus d'équité aussi, donc dans le fonctionnement de ce système de l'art. Alors ça, ce sont les espérances, ce sont les espoirs, et ils sont très légitimes. Au fond, cet espoir de modération qu'on aurait pour le champ culturel, donc d'un élargissement du regard, d'une mise à l'écart des élections financiarisées, ou des politiques culturelles, de l'industrie culturelle qui pèse très lourd économiquement. Tout ça, ça rejoint aussi d'autres préoccupations qui sont celles, on va dire, entre guillemets, de l'anthropocène, c'est-à-dire d'une vie un peu plus vertueuse, une vie un peu plus éthique, une vie un peu plus décente. Là, je reprends le texte, l'expression de George Orwell, après la Seconde Guerre mondiale, qui avait donc mis en avant ce concept de décence commune. On est aujourd'hui dans une indécence commune, depuis longtemps d'ailleurs, depuis l'effondrement du bloc de l'Est. À partir du moment où il n'y a plus d'ennemis du capitalisme, enfin en tout cas d'ennemis déclarés, tout peut se libérer. Alors ça, ce serait pour les espoirs, si vous voulez. Pour le reste, je ne sais pas. Personnellement, je crois que, hélas, peu de choses changeront. Pourquoi ? Parce que ce système dans lequel on vit, qui est un système conjoncturel, qui vient de subir une conjoncture très particulière, a quand même suffisamment on pourrait dire, de force pour se constituer comme structure, et c'est ce qu'il a fait depuis une trentaine d'années. Et donc, le caractère structurel du néolibéralisme, si vous voulez, c'est-à-dire de cette économie libérale, qui est une bonne chose d'une certaine manière, mais complètement déconnectée ici en termes de valeur, de la question de l'usage. On voit comment structurellement cette économie s'est construite, comment elle a cimenté tout son dispositif de fonctionnement,
dans le marché de l'art d'ailleurs plus qu'ailleurs, hein, bien évidemment, les trois grandes maisons anglo-saxonnes de vente, très très puissantes, comme vous le savez, le grand système des foires, bien sûr, les nouveaux collectionneurs multimilliardaires, l'importance de la Chine notamment, bon, vous connaissez tout ça. Et en fait, je ne vois pas comment cette structure pourrait fondamentalement se modifier. Je suis de ceux qui espèrent, évidemment, avec la plus grande énergie, une mutation de ce monde vers plus de décence. Mais hélas, je dois constater que le pli structurel est là et je ne vois guère comment le monde d'après pourrait modifier fortement le monde d'avant. Alors, puisqu'on est ici dans le domaine du space media avec Fred Forrest, je note quand même que si on revient au marché de l'art, hein, puisqu'on partait de là avec la question de la banane invisible, c'est-à-dire la réplique de Fred Forrest au travail à la proposition de Mauricio Cattelan, donc à la dernière biennale de la dernière foire Art Basel Miami. Donc voilà, puisqu'on est dans ce créneau-là, la question du marché de l'art, je note avec intérêt que de plus en plus d'artistes proposent leurs œuvres via les réseaux sociaux. Instagram notamment est devenu une véritable boutique, hein, il faut le dire. Il faut s'en réjouir. Et qu'également les millenniums, c'est-à-dire la génération qui a une vingtaine d'années aujourd'hui ou un petit peu avant, hein, tendent à regarder de plus en plus ce qui est proposé sur le net et à acheter de plus en plus via ce canal. Alors c'est intéressant parce que je ne prétends pas que ça va court-circuiter les circuits traditionnels de légitimation de l'art qui finalement font les cotes, hein, font l'élévation des valeurs, c'est-à-dire évidemment les grands collectionneurs, les institutions à travers les expositions, les commissaires d'exposition, dont je suis d'ailleurs, les critiques d'art, les théoriciens, dont je suis aussi, qui construisent en quelque sorte, qui élaborent la valeur, pour des objets, les œuvres d'art, qui sont évidemment tout sauf des produits, puisque ce sont des objets symboliques. Donc, de fait, la déconnexion entre ces objets et le monde réel, la valeur d'usage, est d'office. Et on a ce qu'on appelle des effets Veblen, hein, du nom de ce grand sociologue de la question de la valeur, qui font que plus quelque chose symboliquement semble attractif, plus son prix peut atteindre des sommes phénoménales. Voilà, donc je me dis que peut-être il y aura un changement de ce point de vue-là, mais je ne suis pas forcément optimiste. J'ajoute, et j'en aurai fini, que si on regarde les simples données comptables, le fait que, par exemple, chaque année, le monde, la Terre, compte 80 millions de terriens en plus, c'est-à-dire tous les 12 ans, 1 milliard d'habitants en plus, soit 10 milliards d'habitants donc en 2050. Si on considère en plus, excusez-moi hein, pour ces statistiques, mais c'est important, si vous voulez, parce que ce sont des données brutes, hein, c'est le monde brut tel qu'il se développe. Hein. Là, contextuellement, on pourrait dire, au-delà de toute idée, théorie, désir, volonté, aspiration, espérance, si on considère qu'on va gagner 2,5 milliards d'urbains dans les 30 années qui viennent, vous imaginez le choc économique que ça représente, vous imaginez la mobilisation que cela représente en termes d'utilisation de matériaux, en termes de consommation d'énergie, en termes de pollution, bien évidemment. Donc, vous voyez, je pense que d'un côté, il y a ce désir qui est très, je trouve très intéressant, très, très positif d'améliorer les choses, mais il y a aussi cette réalité du monde qui est là, structurellement et également contextuellement, et je ne pense pas qu'on aille vers une forme de réel ralentissement, sauf peut-être dans de petites aires géographiques, et là, bien sûr, je fais valoir tout l'amour que j'ai de la civilisation européenne, qui n'est pas raisonnable, hein, bien évidemment, qui ne l'a pas été, qui ne l'est pas encore, mais qui peut-être tend à le devenir un peu plus que certaines autres parties du monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Excusez-moi si j'étais un peu long. Très, très, très éclairant. Merci, merci. Alors, j'aimerais bien également avoir la vision de Jean-Jacques Gay sur le sujet, et notamment sur son avis sur l'avenir de l'art participatif. Est-ce que l'art participatif peut avoir le vent en poupe à l'heure du post-confinement?
Alors, oui, donc là, l'art participatif, c'est important là-dessus et ça replace toute l'œuvre de Fred dans cette histoire. Et moi, je suis l'œuvre de Fred depuis un bout de temps. J'étais présent quand il a vendu Parcel Réseau. Entre Parcel Réseau, le Space Media, le mètre carré artistique, Fred Forest a toujours été un lanceur d'alerte. Donc, il a toujours fédéré aussi, engagé cette participation. Donc ça, c'est important. Moi, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Paul Ardenne. Il parlait de ralentissement, il n'était pas sûr que ce ralentissement arrive, mais je pense qu'on a vu avec le confinement notre rapport au temps changer. Donc, à la fois notre rapport au temps, il y a deux axes. À la fois notre rapport au temps et notre rapport au factuel et au virtuel. Donc, et à l'autre. Donc, on a à la fois ce temps qui n'arrête pas de s'accélérer. Donc, tout le marché a accéléré un peu fait de très jeunes artistes, des artistes émergents, des artistes très chers, parce qu'on voulait compresser ce temps presque, ce coefficient d'art lancé par Duchamp avec la temporalité de l'œuvre d'art. On l'a carrément compressé pour aller encore plus vite et donner un statut artistique très très rapidement à de très jeunes œuvres. Donc ça va peut-être changer, donc ça peut remettre en cause certaines choses et en regard aussi du spectateur par rapport à l'œuvre. Tout à l'heure on parlait d'Instagram aussi, c'est aussi un autre rapport au temps, mais pas rapport au temps, un rapport aussi au contact avec l'artiste, parce qu'on a directement contact avec l'artiste en tant que collectionneur, en tant que jeune collectionneur, et même aussi en squeezant un peu le marché, en squeezant le marchand, parce que c'est toute l'écologie du système qui peut bouger, qui peut changer. Alors Fred est toujours sur cette idée de je me bats contre les choses, mais je pense que c'est sa posture de lanceur d'alerte et sa posture de dire les médias, le partage des choses peut faire changer les choses. Quand il nous racontait dans une longue interview qu'on a fait dans Attention, il nous racontait quand il était dans son centrale téléphonique et qu'à un moment, il se voyait à la fin du film du samedi soir ou du dimanche soir, tous les diodes et les connecteurs du central se mettre en marche parce que les gens parlaient entre eux de ce qu'ils avaient vu. Et donc, c'est cette prise de conscience qui fait que les technologies et le partage des idées, le partage des humains peut faire œuvre aussi. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut bouger. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais je pense qu'avec le virtuel, avec les nouvelles technologies, on va voir d'autres choses. Enfin, on va voir d'autres choses. Là, on a vu un peu la foire, la foire qui a été, tous les musées sont passés, nous, dans la presse, on recevait des mails, tout le monde passait aux expositions virtuelles. Donc ça, c'est un vrai phénomène aussi. Je ne dis pas que c'est plus intéressant que d'aller voir une expo. D'ailleurs, on a très envie de retourner voir des expos, mais aujourd'hui, on attend ça avec impatience. Mais voilà, mais il y a aussi, on a montré qu'il y a autre chose, qu'il y a des expositions virtuelles et qu'il y a un art aussi, un art virtuel. Donc il n'y a pas forcément l'objet, il y a aussi ce qui n'existe pas. Et la banane virtuelle, c'est aussi l'art qui n'existait pas. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage également et votre intervention. Alors, Fred Forest, la parole de conclusion va vous revenir avant de passer à la séance de questions-réponses. La conclusion, c'est qu'il faut dire, mais je dois signaler Fred, excusez-moi, on vous entend. Oui. On vous entend. Dans les intervenants, vous m'entendez là? J'ai vu apparaître dans les intervenants Maurice Benayoun, parce que Jean-Jacques Gay nous a parlé du virtuel et c'est un artiste qui aurait beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet. Alors, moi, c'est cette conclusion, je la tire simplement de ma banane invisible. Pourquoi n'a-t-elle pas été achetée par ces 400 collectionneurs? Pourquoi? Parce que pour être acheté par ces collectionneurs, il faut faire partie du milieu. Et moi, je ne fais pas partie du milieu. Et il y a une sorte de consensus d'achat par rapport plus aux vendeurs. C'est parce que Perrotin fait le prix que les collectionneurs vont vers lui et que des gens qui ne sont pas dans ce circuit ne les intéressent pas. Ce que je mets en cause, c'est aussi aujourd'hui le fait que la valeur esthétique
des œuvres, à cette valeur s'est substituée simplement la valeur économique. Et enfin, j'ai aperçu aussi dans la liste qui apparaissait Isabelle de Maison Rouge, qui a aussi des propos très intéressants sur une critique des galeries vis-à-vis des artistes. Voilà. Bon, ben merci beaucoup à chacun pour vos interventions. Alors, on va passer à la séance de questions-réponses. Juste un point, il semblerait, alors je ne sais pas si tout le monde était présent au moment où j'ai énoncé les règles du jeu, notamment pour la partie questions-réponses, puisqu'il s'agissait de s'adresser à moi via le bouton converser qui se trouve en bas au centre de votre écran. Pour savoir à qui vous souhaitiez poser votre question. Et je dois vous dire qu'à cet instant, je n'ai pas de question, ce qui me paraît un peu surprenant. Alors, c'est peut-être la modalité de questionnement qui vous a arrêté. En tout cas, si des questions particulières sont adressées à un intervenant, surtout alors nous avons Jean-Gabriel qui a une question. Alors il n'a pas précisé à qui, mais on va laisser la parole à Jean-Gabriel, qui normalement devrait pouvoir activer son micro, ou alors, excusez-moi, je reviens petit. Alors, est-ce que Jean-Gabriel... Je le retrouve, puisque je pense que c'est moi, malheureusement, je lui ai coupé son micro, et donc voilà. Alors je réactive le micro et la vidéo de Jean-Gabriel qui devrait pouvoir... Jean-Gabriel, est-ce que vous pouvez activer votre micro ? Jean-Gabriel ? Ah, Jean-Gabriel, là, ah oui, alors vous avez... Bon. Est-ce que vous entendez ? Et enfin, est-ce que vous pouvez... Là, je vois que votre micro est coupé, Jean-Gabriel. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le micro pour justement qu'on puisse vous entendre ? Il n'entend pas. Il n'entend pas en plus, là c'est compliqué. Alors, je reviens. Bon, Jean-Gabriel, je suis embêté, mais là, c'est vous qui devez activer votre micro. Hein. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Bon. Je retourne dans Converser. Alors, si, j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors là, je vais donner donc la parole à... Excusez-moi, parce que encore un petit problème technique. Mais voilà, j'y arrive. Donc, j'ai une question de Karianne. Alors, Karianne, pareil, je vais vous laisser poser la question. Votre question. Normalement, on va voir, j'active votre micro. Désolé pour la... Voilà. Ah, parfait. Je suis là. Oui. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je voudrais questionner la vérité. Voilà, quelle vérité? On est parti sur une banane vendue sur l'autre côté de l'océan. Alors, est-ce qu'on sait qu'il a vraiment été vendu? Et je pose la question parce que je connais le milieu en disant qu'il y a des copains entre copains
La dame qui a acheté cette banane, on sait tous qui c'est et quelle sorte de commerce elle a fait donc en France, à Paris, dans sa boutique. Donc, est-ce qu'on sait que cette banane a vraiment été vendue à tel prix? Voilà. Alors, qui a une réponse à cette, donc, est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question déjà? Moi, je dirais, il y a une histoire officielle de la vente. Donc, il y avait trois exemplaires, on va dire. Les deux premiers auraient été vendus. La troisième a été mangée par cet artiste qui est venu faire une performance qui s'appelle The Hungry Artist, l'artiste qui a faim, qui l'a mangé, bon, qui s'est filmé complètement. Voilà. Et à partir de là, il y aurait eu de nouveau une banane scotchée sur la simèse qui aurait été achetée, donc, comme vous dites, par cette dame qui s'occupe du réseau Colette, je crois. Hein, c'est bien ça. C'est exact. Voilà. Donc, alors ça, on va dire, c'est l'histoire officielle, avec deux fois 120 000 euros, puis peut-être un peu plus pour la troisième édition. Voilà. Alors, bien sûr, l'histoire officieuse, qui la connaît? Et puis, en effet, vous avez raison. Ce que vous mentionnez sur le fait que parfois certaines personnes, des amis, achètent pour enchérir, c'est un grand classique du marché de l'art. C'est très bien que les galeristes, souvent, achètent, donc dans les ventes aux enchères, leurs propres œuvres en attendant, les œuvres de leurs artistes, en attendant qu'elles montent un peu. Même certains artistes le font. Hein, j'ai connu des artistes, je ne dirais pas le nom, mais qui avaient certains moyens économiques et qui mettaient leurs œuvres en vente publique et qui, en fait, payaient des gens pour enchérir, hein, pour faire monter la cote, pour que dans Art Price, par exemple, le site de Thierry Hermann, qui est extraordinairement sérieux, vous connaissez, hein, où on voit les cotes très précises des artistes, eh bien, la cote remonte. Donc, voilà, ce qui veut dire signe d'intérêt. Qui dit signe d'intérêt dit peut-être faisons une exposition pour cet artiste, etc. Bon, donc là, il y a tout un mécanisme, on pourrait dire, d'une stratégie commerciale que je ne trouve pas infamant. Moi, personnellement, je ne trouve pas infamant. C'est juste le commerce. Bon, c'est des petits coups comme ça, pourquoi pas. Mais si quelqu'un a la vérité, ce serait très bien. Alain-Dominique Perrin, vous confirmez, vous connaissez bien cet univers, vous confirmez qu'il peut y avoir des pratiques quelque peu curieuses? Oui, mais je confirme que ça fait très longtemps, très longtemps. Bien sûr, vous avez raison. Oui, le marché de l'art est un marché. Le marché a des règles, souvent assez flexibles d'ailleurs. Et le marché de l'art, moi, je ne suis pas particulièrement remonté contre le marché de l'art. Je trouve qu'il a tendance à s'emballer aussi vite que s'emballait l'économie à la même époque. Et vous allez voir qu'avec les vicissitudes de l'économie, le marché de l'art, il va suivre, il va ralentir terriblement. Donc voilà, je crois que c'est un marché comme un autre. C'est devenu malheureusement un marché d'offre et de demande, alors que pour moi, ça devrait être uniquement un marché de création. Mais vous pouvez pas contrôler l'humanité. Hein. Voilà. On a oublié une chose tout à l'heure, c'est que c'est vrai que parfois les valeurs de certaines œuvres s'envolent de manière totalement erratique, mais les motivations de ceux qui achètent sont parfois et souvent même une espèce de compétition dans le paraître. C'est toujours l'histoire de celui qui a la plus grosse. Hein. Donc voilà. C'est ce que je regrette, moi, c'est ce que je déplore le plus dans le marché de l'art, qui a quand même effectivement un peu dévié, un peu dérivé depuis un certain temps. Mais bon, à la fin du compte, c'est bon pour les artistes. Oui, tous? Non, pas tous, parce qu'il n'y a pas la répartition, mais on n'est pas dans un régime soviétique. Je veux dire, la répartition est évidemment inédite. L'essentiel, c'est que, à la fois par l'action des collectionneurs, des mécènes, des États, des galeries et même de gens comme Fred, la pluie retombe sur les artistes. Les artistes, ils ont besoin, bien sûr, d'être considérés, mais ils ont besoin d'être financés. Et je crois que tout ce qui contribue au financement des artistes est positif. Très bien, merci. Alors, je crois qu'on a Jean-Gabriel qui souhaitait également poser une question. Est-ce que vous avez pu activer votre micro?
Alors, on vous voit, enfin, je vous vois à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que donc vous pouvez poser votre question? Non, c'est Maurice Benayoun qu'on voit à l'écran. Ah, pardon. Hein? Alors, autant pour moi. Alors, ok. Alors, parce que Alors, Maurice, tu as peut-être une question à poser toi-même. Oui, j'ai une question à poser. Oui, je suis désolé, je sais pas pourquoi maintenant c'est écrit Jean-Gabriel. Il doit y avoir un problème dans le patch, dans le contrôle des transmissions et des connexions. Moi, ma question, bon, faut que je dise quand même en deux mots que je suis le travail de Fred Forrest depuis très longtemps, bien avant ma naissance en fait. Puisque à l'époque, j'avais envoyé ma mère travailler dans le même bureau de poste à Mascara en Algérie, et elle était sûrement quelque part à proximité sur le patch téléphonique. C'est aussi là que je suis né et où Fred est né, donc vous voyez que je fais les choses sérieusement en matière de suivi des artistes, et je crois que c'est important. Oui, ma question donc est directement en fait sur l'œuvre. Donc je connais bien le travail de Fred. Il se trouve que je collectionne aussi son travail. Ma question porte sur la singularité de la proposition. On voit d'un côté une banane gaffée, de l'autre côté une assiette en porcelaine de Limoges vide. J'ai plusieurs interprétations. Je voudrais savoir si on est passé du gaffeur au symbole bourgeois de l'assiette joliment décorative, ou si, au contraire, nous sommes face à une sorte de soucoupe volante et que la banane serait en phase de téléportation. Je pense que les interprétations, et je crois que c'est ce qui fait la valeur en général d'une proposition de ce type, les interprétations sont d'autant plus ouvertes qu'on n'est pas complètement face à la chose dont on parle. Et donc, je serais ravi d'avoir des commentaires additionnels de Fred, au moins, en tout cas, qu'il nous parle un petit peu de la forme que Salon Banane a prise. Bon, alors... Ah oui, je voudrais juste rebondir aussi sur ce que a dit Alain-Dominique Perrin sur l'idée de... presque, j'ai entendu derrière le message l'idée d'une main invisible qui redistribuerait sur les artistes. Je trouve particulièrement intéressant le fait que le concept d'Adam Smith, un économiste éminent, de main invisible qui redistribuerait sur tous les bénéfices exorbitants de certains, semble de moins en moins inopérant, une sorte de paralysie de la main invisible. Et donc, le fait qu'on passe à la banane invisible, ça nous permet au moins de la croquer. Alors, la banane est invisible, comme vous l'avez vu, comme vous la voyez. Elle a disparu mystérieusement et toutes les recherches qui ont été faites n'ont pas pu aboutir. C'est simplement un clin d'œil parodique et d'humour par rapport au monde classique de la nature morte. Voilà ce que j'ai voulu faire, une œuvre qui soit en plein de la modernité, mais c'est un rappel ironique au monde ancien. Mais chacun, si c'est une véritable œuvre, je pense que c'est chacun, selon Duchamp, qui en fait l'interprétation et qui voit ce qu'il veut. Voilà, mon cher Maurice. Alors, j'ai une autre personne à qui on va passer la parole, une personne, je crois, que connaît Fred Forrest, et elle a une question pour lui, c'est Catherine Poulain. Qui avait une question sur donc Catherine, est-ce que autour de l'éthique dans l'art. Catherine, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour. Alors j'essaie d'activer la vidéo, mais On vous entend en tout cas. Oui, d'accord. Alors, bonjour à tous, bonjour Fred Forrest. J'ai participé
je suis son travail depuis longtemps et j'ai participé au Space Media à la galerie Stéphane Mortier. Et évidemment, je connais sa déclaration sur l'éthique de l'art. Et là, justement, dans cette période de confinement, moi, ce qui m'a questionné, c'est l'éthique dans la santé. Et justement, il y a un rapport, c'est-à-dire que c'est pareil, dans la santé, il y a des fonds importants. Et comment c'est distribué? Est-ce que c'est distribué de façon équitable ou pas? Et dans le but de soigner tout le monde ou bien certains privilégiés. Et là, les questions se posent. Est-ce qu'on va dire il y a des artistes de seconde zone, il y a des artistes importants, il y en a qui ne le sont pas. Et donc. Excusez-moi, Catherine, je crois que votre question, en fait. Elle est un peu longue, oui, allonge. Vous m'avez formulé, c'était que. Est-ce que Fred Forest, vous voyez un avenir de l'art, on va dire, plus démocratique Alors, je vais répondre à cette question. J'ai beaucoup d'illusions peut-être, mais le fait que je sois un artiste nourrit ces illusions. Mais tant que les artistes ne prennent pas en main leurs propres conditions, la condition des artistes est quand même étrange. Ce sont les premiers producteurs de biens de tout le monde, du marché, des galeries, des critiques, de tout ce monde. Et ce sont eux qui sont les moins bien servis en général. Et je pense que si on rétablissait quelque peu cette situation, ça serait pas mal. Donc, il faut quand même qu'il y ait une éthique, mais c'est les artistes qui doivent travailler eux-mêmes pour la poursuivre, pour la fonder et pour l'exiger. Très bien. Alors, le retourne, on va prendre encore une ou deux questions. Je pourrais poser une question à Fred? Oui, bien sûr. Top. Bon, je viens d'apercevoir que enfin, je m'aperçois, j'avais cette réflexion quand j'avais vu l'expo à la galerie de Mortier, qu'en fait, il avait monté ici un Space Media, dans Space Media, en fait, une mise en abîme du Space Media, puisque l'assiette est dans la page d'Artension qu'on a publiée avec l'interview de Fred, qui était donc une page blanche destinée aux lecteurs pour qu'ils puissent acter dans la galerie. Donc, je voudrais qu'il me parle de cette mise en abîme un peu de ce Space Media. Oui, alors c'est la première fois d'ailleurs que je participe à une action que j'ai moi-même initiée. J'initie le Space Media et je l'utilise après comme un participant. Comme les autres participants, j'ai utilisé ce Space Media à mon intention. Voilà. Et donc, c'est une mise en abîme que j'ai faite de ce projet. Voilà ce que j'ai. Merci. Et cette assiette, tu l'as achetée spécialement ou elle était chez toi déjà? L'assiette. L'assiette appartient à ma femme. D'accord, donc c'est voilà, donc elle était, ouais, d'accord, ok. On a une question également d'Isabelle de Maison Rouge. Donc, Isabelle, est-ce que vous pouvez activer votre micro si c'est possible? Alors. Et votre vidéo pour que puisse vous voir et poser votre question. Je crois qu'il tourne autour des nouveaux collectionneurs. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Bon, très bien. En réalité, ce n'est pas moi qui vais poser la question, mais on est plusieurs à vous écouter. Nous faisons partie d'un petit collectif qu'on a monté il y a quelques mois. Peut-être vous l'avez vu, ça s'appelle les Amis des artistes. Et on a tenté de répondre un petit peu aux questions que vous soulevez justement sur cet art qui se voudrait démocratique et qui ne laisserait pas tout le monde en dehors de ce marché. Alors c'est une question qui est extrêmement complexe, mais nous proposons aux artistes de vendre en direct sur Instagram 3 œuvres, à chaque fois
concernant une opération différente, puisque c'est une opération solidaire. Et donc, une partie du fonds est reversée pour un organisme qui soutient des artistes dans le désarroi ou dans des problèmes économiques importants. Et donc, avec cette action, nous avons touché peut-être des nouveaux collectionneurs. Donc, c'était peut-être aussi la question, est-ce que le virtuel permettrait d'avoir des gens plus ouverts à l'art que par uniquement l'aspect physique, où c'est parfois très intimidant de rentrer dans une galerie et c'est très inquiétant aussi ce marché de l'art tel qu'on le décrit dans les médias. Et donc peut-être la question c'est est-ce que Fred Forrest, qui est familier justement du numérique et de la participation, est-ce qu'il considère que c'est un média qui pourrait amener d'autres personnes à rentrer dans ce système et peut-être essayer de le rendre un peu plus démocratique? Oui, je pense que vous avez raison et que même, ça fait depuis très longtemps que je pense que Internet peut être un support, c'est un support de création, mais c'est aussi un support de diffusion et que ça peut être aussi un support de vente. Mais jusqu'à présent, il a été très peu utilisé, puisque moi, en 96, j'avais déjà vendu à Espace Gros la première œuvre virtuelle, et que depuis, maintenant qu'il y a eu le confinement et que les galeries ont été privées d'autres lecteurs, elles sont mises toutes à utiliser cette possibilité. Mais c'est sûr, et dans un de mes textes, je dis que les artistes, au lieu de passer leur temps le samedi avec leur dossier sous le bras entre les 3 galeries Ménour, il ferait mieux d'aller voir sur Internet et d'inventer des choses sur ce support. En tout cas, nous en avons eu la preuve que sur Instagram, les œuvres se vendent très, très bien et dans le respect des règles du marché, parce que nous n'allons certainement pas à l'encontre des galeries. Pour rebondir aussi sur l'intervention de Paul Ardenne tout à l'heure, qui parlait des milléniums, et probablement, là aussi, on voit des changements de mentalité et de comportement qui sont tout à fait intéressants. Oui, absolument. Paul peut-être aussi peut dire quelque chose? Oui, bon, ça tient à une culture intéressante quand même, qui est pas une culture de l'accumulation, qui l'est beaucoup moins. On voit ça très nettement chez les jeunes. Il y a beaucoup moins de livres, par exemple, il y a beaucoup moins d'objets. L'habitat est souvent plus petit. J'ai envie de dire, tout ça, ça semble aller ensemble. Voilà, je ne dirais pas qu'il y a un rétrécissement de la vie, mais il y a peut-être un rétrécissement spatial du cadre de vie qui se traduit par un nouveau rapport à l'œuvre. Donc, déjà, le fait de la consulter, d'en prendre connaissance, donc via l'ordinateur, le fait peut-être de la l'ordinateur, et puis le fait de la posséder. Bon, ce que disait Fred Forrest est intéressant. Il a vendu, voilà, 25 ans maintenant, la première œuvre d'art virtuel. Et je me souviens qu'à cette époque-là, beaucoup d'artistes commençaient à ne créer des œuvres que pour le net. Et donc, qui étaient des œuvres numériques. On ne pouvait les acheter que sur le réseau. On ne pouvait les conserver que sur un disque dur. Et elles ne pouvaient pas avoir d'autre existence qu'affichées sur un moniteur, par exemple. Bon. Alors, je note quand même, pour relativiser ce point de vue, mais je peux me tromper, qu'il y a quand même eu un retour très fort, au fur et à mesure où l'art conceptuel passait de mode, à l'art objet, c'est-à-dire le désir de la détention d'un objet. Et je note quand même, pour aller assez souvent dans les foires d'art contemporain aujourd'hui, dans de nombreux endroits du monde, que c'est quand même le triomphe de l'art objet. Et de ce point de vue-là, je me demande toujours, mais là Fred va pouvoir nous renseigner, nous dire ce qu'il en pense, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre un art qui ne veut se constituer que comme un objet physique, donc tableau, sculpture, etc., et justement un art réellement numérique, virtuel? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition ici, donc de structure, une opposition physique qui fait que d'une certaine manière, les deux ne pourront que cohabiter, mais pas se réunir? Oui, absolument. D'ailleurs, je ne vois pas d'inconvénient
à ce que les gens soient tentés d'acheter des œuvres objets et d'autres du virtuel. Je pense que ces deux formes peuvent se compléter, mais les gens achètent un objet, ça a un rapport aussi avec le besoin de possession et le besoin d'éternité qu'ont les gens qui achètent. Parce que les gens qui achètent veulent tenir quelque chose dans leurs mains, ils veulent le garder, veulent le conserver, alors que c'est aussi une grande illusion que de croire qu'on peut tout conserver. Merci. Alors, on avait dit qu'on terminerait à 13h15, à 12h15, pardon, on va tenir les délais. On va peut-être prendre une dernière question qui nous vient de Marcel Marette, une question sur l'art vidéo, et notamment le système de fixation des prix de l'art vidéo. Alors, si la personne qui m'a envoyé son message se reconnaît. Oui, je suis Marcel Marette. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je vous vois parfaitement. Alors, je suis quelqu'un qui suit le travail de Fred depuis toujours, on va dire. Pas avant ma naissance quand même, parce que moi, je suis né en France profonde métropolitaine, mais j'ai toujours été attiré par la liberté de propos, la liberté de création de Fred, et donc je l'ai suivi assidûment. Je suis un petit collectionneur, c'est-à-dire j'ai à mon actif à peu près, après d'ailleurs un cambriolage, mais enfin, j'ai à peu près 200 œuvres, objets, et je me déleste actuellement de ces œuvres objets. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous proposer de les acheter. J'ai une forme d'ailleurs assez particulière pour le faire. Ma question porte sur l'art numérique, l'art digital et l'art vidéo, car j'ai un certain nombre d'œuvres et je n'achète plus aujourd'hui que des clés USB et des disques durs. Car à 80 ans, je pense que le nomadisme me convient bien et que les biens matériels, je les laisse de côté. Donc, j'ai été choqué très, très fréquemment quand je m'intéressais à une œuvre d'art vidéo. Je voyais qu'en fait, le prix était fixé par une sorte de collusion entre l'artiste d'une part, qui pense que c'est la rareté qui fait le prix, la cotation, et un accord avec la galerie ou les galeristes pour effectivement appliquer une sorte de tarification qui, pour moi, est issue de principes qui sont, comme peut-être au XVe ou XVIe siècle, on faisait des eaux fortes, on faisait des estampes, on faisait des œuvres en petit nombre pour évidemment des acheteurs qui étaient eux-mêmes rares et en très petit nombre. Et aujourd'hui, je crois que les œuvres de Bill Viola, par exemple, qui est un peu un archétype, si vous voulez, dans ce domaine, ne peuvent être achetées que par des très grands collectionneurs ou des institutions, alors que avec les moyens de reprographie, on pourrait très bien imaginer que des œuvres puissent être éditées comme on le fait aujourd'hui pour les films en DVD. Donc je sais que c'est une interrogation aussi que d'autres ont. Je pense que Paul Ardenne pourra peut-être aussi répondre, mais je pense que Fred peut avoir peut-être des réponses. Et désolé d'avoir été un peu long. Je vous en prie. Non, la réponse que je peux apporter, c'est simplement que ces œuvres, depuis toujours en vidéo, peuvent trouver un public beaucoup plus large. Il y a les moyens de plus en plus aujourd'hui de les multiplier, mais c'est la culture de l'objet lui-même qui ralentit ces nouveaux accès, je pense. Nous sommes prisonniers de la culture des objets et on a du mal à en sortir. Mais je pense que les choses maintenant, avec le déconfinement, avec la crise, s'accélèrent dans ce sens. Oui, je voudrais peut-être ajouter un mot à ce que dit... je pense que Marcel Marette, en tant que collectionneur, au fond, connaît bien les réponses, parce que quand on pratique un marché, on devient d'une certaine façon un connaisseur, c'est inévitable. Mais la vidéo a un statut particulier, c'est vrai. Personnellement, moi j'anime depuis une douzaine d'années avec Barbara Paulin un site qui s'appelle Video Forever. On a présenté environ 250
artistes, vidéastes. Et donc, on constate que s'il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à vendre, c'est la vidéo, justement. Alors peut-être, à part quelques artistes, vous parlez de Bill Viola, bien évidemment, les grandes références. C'est extrêmement compliqué et on s'est toujours demandé pourquoi, même les foires vidéo comme Loop, par exemple, à Barcelone, sont très bien organisées, n'arrivent pas à faire de gros chiffres. Alors ça pose la question de l'œuvre d'art immatérielle. Bon, et c'est une question qui renvoie directement à ce que fait Fred Forrest, c'est-à-dire est-ce que finalement le désir de détention ne passe pas par la confrontation du collectionneur avec un objet qui a une présence physique tangible et permanente, exposable, si vous voulez. Bon, on aurait dit vulgairement autrefois un dessus de cheminée, d'une certaine façon. Voilà. La vidéo, c'est quelque chose... Ben voilà, c'est immatériel, c'est dans un disque dur, c'est dans une clé USB, voilà, il faut le projeter spécifiquement et puis après, bon, ça s'arrête. Alors c'est un vrai problème. Je voudrais finir avec notamment le travail de Matthew Barney, qui apparaît dans les années 90, tout à fait remarquable, avant que cet artiste devienne bien moins intéressant, qui était Cremaster, les 4 films Cremaster. La question s'est posée, comment vendre ces films ? Comment les vendre ? Et je me souviens que finalement, donc, qu'a fait Matthew Barney ? Il a fait vérifier que les films ne soient pas copiables. Si vous allez sur YouTube, par exemple, vous ne trouverez quasiment rien. Et il a vendu, en quelque sorte, ces films dans un, on pourrait dire, le cas d'un dispositif où les disques, les CD-ROM, en l'occurrence, à l'époque, étaient donc aménagés dans une sorte de sculpture particulière. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre, ce n'était pas seulement la vidéo, l'image, c'était l'image plus le support physique, justement, des médias permettant de voir l'image. Alors, c'est une sorte de réponse, si vous voulez, mais c'est intéressant parce qu'on voit comment ici, un artiste qui produit quelque chose d'immatériel, qui est une image, finalement, va la vendre sous une forme matérielle, à travers un objet qui supporte les médias de l'image. Voilà. Donc, oui, si je peux ajouter quelque chose, là, c'est vrai que Fred a organisé une vente de vidéos il y a quelques années, Fred, tu t'en souviens, bien sûr. Et moi, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est qu'il y avait, en plus de la vidéo, il y avait un petit film et une toile de Nam June-pae qui n'ont pas trouvé preneur, qui n'était pas cher du tout, et un petit flux film en pellicule qui est parti à très peu cher, quoi. Et donc, et tout était très, très, très bas. Donc, c'était un peu compliqué à vendre, un peu compliqué à voir, mais ça ne trouvait pas l'offre, il n'y avait pas d'offre qui prenait. Et moi, je rebondirais par rapport à ce que monsieur Marette nous a dit tout à l'heure sur son travail de collectionneur, c'est aussi le travail d'acheter de l'art immatériel, c'est-à-dire un site internet, d'acheter une œuvre virtuelle. Et ça, il y a eu à un moment, il y a quelques années, une offre qui se continue, mais vraiment de façon très petite, mais toujours avec des vrais amateurs qui cherchent des choses et qui ont des vrais rapports avec les artistes. Comme certains, donc on achète le site, on achète l'œuvre, et l'œuvre, on a son nom sur l'URL du site. Moi, j'ai moi-même acheté une œuvre il y a quelques années, qui est le portrait Facebook de Marcel Duchamp à Thomas Chenezo. Et c'est vrai que je suis jamais allé sur Internet pour le portrait de Marcel Duchamp, mais je l'ai acheté. Et c'est plus l'expérience qu'on a avec l'œuvre que l'objet qui est intéressant. Voilà ce que je voulais rajouter, mais je pense qu'il y a tout à l'heure, on me posait la question, qu'est-ce que le confinement risque de changer par rapport à ça, par rapport à nos rapports avec l'œuvre? C'est ça, c'est l'expérience qu'on va avoir plutôt que l'objet. Et je pense que les millénials, ils tiennent à ça plus qu'à l'objet. Ok. Juste, Monsieur Perrin, la place du net art et de l'art vidéo au sein notamment de la fondation ou du jeu de paume, est-ce qu'elle est amenée à se développer? Comment Je crois qu'on a été parmi les premiers. On expose de l'art vidéo depuis le tout début. Bill Viola a été exposé chez nous 3 ou 4 fois, et j'en oublie beaucoup d'autres, mais on a commencé à exposer l'art vidéo, à jouer en Josas du temps de Marie-Claude Beau. Donc ça remonte à plus de 25 ans. Oui, même une trentaine d'années. D'accord.
Et on continue. Et le jeu de paume expose régulièrement des vidéos. Oui, on est complètement. Moi, personnellement, j'adore leurs vidéos et je le collectionne. Et effectivement, le problème de l'art vidéo, c'est qu'il est dans une clé dans un coin et que si vous avez envie de le voir, il faut vraiment prendre rendez-vous avec lui, quoi. Mais bon, je me souviens que c'est à la Fondation Cartier que vous avez été montré Matthew Barney, les Crémasters, pour la première fois en France. Si je ne Absolument. Absolument. Oui, voilà. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Très beau travail d'exposition. Oui, moi aussi. Ouais. Bah, moi aussi, alors tout le monde est content. Bien. Bon. Bon, ben, écoutez, donc on arrive au terme de cette conférence de presse. Donc vraiment un très très grand merci à l'ensemble des intervenants. Un très très grand merci à l'ensemble des participants. Et voilà, je laisse le mot de conclusion à Fred. Ben, écoute, moi je suis ravi, d'abord parce que la technique a dans l'ensemble bien fonctionné, c'est toujours important la technique. Et je suis aussi enchanté du nombre de gens qui sont inscrits, j'en attendais pas autant, et je remercie très vivement tous ceux qui ont participé par leur parole, par leur présence à cette action, qui restera une de mes actions significatives dans la mesure où j'ai utilisé une nouvelle fois les moyens qui ont préludé au départ de ma pratique il y a de ça une trentaine d'années. Voilà. Merci à vous 1000 fois. Okay. Bravo, Fred. Merci, Fred. Et merci à Alain-Dominique Perrin une nouvelle fois que je remercie vivement pour sa présence. C'est un bon Perrin. Tu diras à ta femme que je vais lui rendre son assiette. Hein. Avec une banane. Elle est à côté de moi, elle te dit merci. Mais avec une banane. Bon, merci à tous. Hein. Je coupe. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci, allez, merci les jeunes. On n'a pas entendu les applaudissements. Hein. Oui, il n'y a pas des applaudissements là. Voilà. Ah ben voilà, ça y est. Allez, bye bye, à bientôt. Bon, à bientôt. Allez, à bientôt, je ne sais pas, mais en tout cas, à toujours. Je mets fin à la réunion. Merci, au revoir. Incroyable. Merci beaucoup, Fred, en tout cas. Pardon, Fred, à bientôt. Merci beaucoup, Fred. C'était très sympa et j'étais vraiment très heureux d'être